Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Comment faire de la marque un levier d'engagement, à la fois auprès des collaborateurs, mais aussi bien sûr sur l'ensemble des parties prenantes des marques. Alors, pourquoi ce sujet nous tient particulièrement à cœur? Il est particulièrement d'actualité, parce qu'en effet, on voit avec la crise que nous traversons, sanitaire, économique et sociale, que les entreprises ont un rôle extrêmement important à jouer face justement à cette fragilisation de la société. Et finalement, cette crise ne fait que renforcer l'impératif pour les entreprises de démontrer leur importance et leur rôle au niveau de l'utilité publique, hein, le rôle social, au-delà même de la production des biens et des services. Donc, on parle beaucoup de raison d'être, de mission sociétale. Et c'est vrai que ce nouveau niveau, on va dire, d'investigation et de réflexion pour les marques s'accompagne de changements importants également dans la façon même de considérer la marque. Alors jusqu'alors, la marque était considérée sous un angle commercial, avec une relation assez descendante entre le marketing et cette marque et les consommateurs. La marque était la chasse gardée du marketing dans les entreprises, et plus récemment du digital. Mais justement, avec cette notion d'engagement, la marque s'enrichit d'une nouvelle dimension. Il ne s'agit pas de remplacer l'un par l'autre. La marque engagée ne remplace pas la marque commerciale. C'est un enrichissement, c'est une nouvelle strate. On a souvent, avec Sylvie, cette forme de l'échelle. On rajoute comme ça une étape. Avec cette notion d'engagement, finalement, la marque ne peut plus être dans cette posture descendante. Elle va devoir intégrer également des parties prenantes beaucoup plus larges que les seuls consommateurs. Et du coup, être dans une démarche aussi, une posture conversationnelle et collaborative avec l'ensemble des parties prenantes. Donc la marque, c'est un peu l'affaire de tous finalement maintenant. Les rôles se répartissent différemment. Et elle devient éminemment importante parce que finalement, elle va devenir ce point de jonction finalement entre la société dans laquelle elle va devoir avoir un rôle, se définir une mission, et en même temps entre l'entreprise, puisque la marque va cristalliser le sens, l'action de l'entreprise, et ça va être finalement la partie émergée de l'entreprise, la partie visible de les entreprises. Donc finalement, elle devient clé. On entend beaucoup de discours qui nous disent non mais la marque n'est plus importante aujourd'hui. Nous, on pense le contraire, à l'inverse, elle est encore plus importante qu'avant parce que justement, elle doit s'engager, les entreprises doivent s'engager au niveau sociétal. Alors, tout l'enjeu, justement, c'est de s'engager sans tomber, sans dériver vers ce qu'on appelle le purpose washing, c'est-à-dire une perte de crédibilité qui serait évidemment contre-productive pour les marques. Alors, comment faire justement pour s'engager de façon sincère et éviter ce piège du purpose washing? C'est vrai que c'est tentant de s'engouffrer dans des thèmes extrêmement porteurs au niveau sociétal, qui peuvent être très variés évidemment en fonction des catégories dans les marques lesquelles s'inscrivent. Le mieux manger pour l'alimentaire, l'environnement pour d'autres marques, le vivre ensemble également, sont des grandes thématiques sociétales qui peuvent être piégeuses en effet, parce qu'il s'agit d'être convaincant, il s'agit d'être crédible, il s'agit de faire bouger les lignes. Alors, ce n'est pas facile de faire bouger les lignes sur des sujets dont on a le sentiment, déjà en tant qu'individu, d'avoir le droit, évidemment, d'avoir son point de vue, etc. Et en tant que marque, de délivrer un point de vue unique et singulier. Surtout sur des marchés saturés, comme l'alimentaire, par exemple, où justement, on va être très, très nombreux, les acteurs vont être très nombreux à être finalement sur un territoire qui va être commun. Le mieux manger, par exemple. Nous, c'est un thème sur lequel on travaille beaucoup. Et ce n'est pas forcément évident de trouver son point de singularité. Alors justement, pour paraître sincère et pour éviter cet écueil, il nous semble qu'il y a 3 clés déjà qui sont importantes à respecter. La première, c'est ça que pour être sincère, une marque
un engagement sociétal doit d'abord être ancré dans les racines de la marque. Vous savez, c'est-à-dire que c'est important de bien comprendre d'où on vient, d'où on part, pour ensuite définir son projet et comprendre là où on va aller. Et c'est là, finalement, dans ces racines, que la marque a. Donc, premier point, en effet, c'est important, avant de définir son engagement et la façon dont on souhaite s'engager sur un territoire, de bien comprendre qui on est, d'où on part en tant que marque. Et c'est pour cela que pour nous, il y a déjà une phase essentielle d'introspection, c'est-à-dire pour bien définir, refaire le point sur son ADN et sur finalement toutes les ressources que la marque peut, sur laquelle elle peut capitaliser pour ensuite définir son engagement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour être pertinente maintenant au sein de sa culture, dans la culture dans laquelle elle s'inscrit, la marque doit définir l'impact qu'elle va avoir sur la société, donc en fonction de ses ressources qu'elle aura définies avant. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi, en tant que marque, je veux contribuer à changer sur le territoire que je me suis défini. Sur le mieux manger, par exemple, qu'est-ce que j'ai envie de faire bouger? Dans quelle mesure je vais faire bouger les lignes sur cet enjeu? Et enfin, une fois ce combat identifié, les actes doivent suivre. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se satisfaire d'une signature et de mots agréables, satisfaisants. Il faut absolument faire suivre ce discours par des actes, par des preuves, en fait, puisque c'est ça hein, que les parties prenantes vont voir, ils vont évaluer, juger, qui doivent être alignés, bien sûr, avec le discours et avec l'intention. Voilà, donc, et c'est pas le plus facile hein, d'ailleurs, hein, de trouver ces activations, ces leviers qui vont permettre de prouver l'engagement dans lequel on est. Mais c'est vrai que sans cela, la stratégie est vaine, voire contre-productive. Voilà ce qu'on voulait vous partager sur l'engagement, un premier thème. Du coup, si vous en êtes d'accord, suite à ce que Céline vient de nous présenter, on va s'organiser en sous-groupe autour de la première question, qui est donc, je vais vous la mettre dans le chat, qui est donc, quelles sont les marques qui vous ont le plus interpellé récemment par leur engagement sociétal? Selon vous, quelles sont les clés de leur réussite à embarquer, engager? Donc, c'est le dialogue qu'on va avoir en sous-groupe. Donc, Maïlam va nous envoyer dans les salles et on se retrouve à peu près pendant 12 minutes pour dialoguer. Ensuite, on se retrouvera en plénière. Alors, en plénière, n'hésitez pas à mettre dans le chat ce que vous aurez retenu du dialogue autour de cette première question. Voilà, je vous la mets dans le chat. La question, comment on peut juger justement de la profondeur de l'engagement quand on est simple consommateur? Je pense que la profondeur de l'engagement, si l'engagement se traduit par un coup de communication, que ce soit une communication digitale ou une communication traditionnelle, et donc en fait, est juste traduit dans les leviers marketing traditionnels et pas plus, c'est que c'est un engagement qui relève plutôt de l'opportunisme ou de la communication, mais pas un engagement sincère. Notamment, on a parlé de plusieurs exemples dans notre groupe, et notamment on a parlé de Accor, parce que Accor pendant le Covid, c'est non seulement de la communication, mais comme faisait remarquer Xavier, qui a mis à disposition des chambres, etc. Voilà, c'est non seulement de la communication, mais surtout très coûteux pour eux dans une période où en plus ils sont en difficulté parce que l'hôtellerie, le tourisme ne va pas bien. Donc là, on est sur une forme d'engagement qui est, je dirais, pure, vraiment énorme. Ouais. Enfin, en tout cas, moi je la ressens comme énorme, hein, je ne sais pas, mais voilà. C'est ça, parce qu'on a vraiment l'impression que la marque, elle dépasse même des attentes. En fait, il y a un certain niveau d'attente, d'engagement qui devient minimal un peu, hein, ce qu'on appelle le SMIC de l'engagement. Sur certains secteurs, par exemple, ça doit être en effet de rassurer sur la provenance des produits, de se mettre aux normes par rapport à des enjeux Nutri-Score, Yuka, etc. Ce n'est plus suffisant, c'est même plus à ce niveau-là de l'engagement. On demande maintenant de dépasser des attentes minimales. Et quand en plus on se surpasse, c'est encore mieux, c'est encore plus fort. Dans des situations de crise, en plus, ça permet de révéler aussi ces possibilités-là
et toute l'ampleur et la force de certaines marques. Ouais, c'est vrai que le groupe Accor s'est particulièrement distingué parce qu'il agit à la fois en tant que victime lui-même et en même temps il agit. Donc c'est ouais. Parce que, par exemple, une marque comme Pfizer qui avait quand même une belle image pendant le confinement, et quand on apprend que son CEO a vendu les actions le jour de l'annonce du vaccin, bon, voilà, donc la cohérence est quand même extrêmement importante. Parfait. Donc, on a parlé effectivement de comment engager véritablement et que ce soit un engagement vrai et sincère et pas un coup marketing, j'ai envie de dire, pas un engagement opportuniste. Et en fait, nous, on pense que la pièce maîtresse de la mise en œuvre de la mission de la marque ou de son engagement, ce sont les collaborateurs. Parce que les collaborateurs, c'est eux qui vivent la marque en interne et dans toutes leurs actions, que peu importe dans quelle fonction ils travaillent d'ailleurs, que ce soit bon, évidemment marketing, mais pas que, en supply, commercial, les ressources humaines, il faut qu'ils se sentent investis de cette mission de la marque pour vraiment pouvoir l'incarner durablement et que justement cette mission de marque, elle transpire par tous les, j'ai envie de dire, les canaux d'expression ou la façon d'être tout simplement de l'entreprise. Et du coup, pour que le collaborateur se sente pleinement mobilisé par la mise en œuvre de ce purpose, de cette mission de la marque, il est très important d'aligner ses motivations, le sens qu'il veut donner lui-même à sa fonction avec les valeurs et le projet d'entreprise. Donc, il faut qu'une certaine façon, sa motivation rejoigne l'entreprise. Une de ses motivations soit également l'alignement avec la mission de la marque et de l'entreprise et qu'il se sente parfaitement, quel que soit son niveau et quelle que soit sa fonction, complètement investi par le projet d'entreprise. Parce qu'in fine, le collaborateur, bon déjà, ça va impacter la façon dont il rentre dans sa fonction, mais c'est aussi un consommateur, c'est aussi une personne qui s'exprime et il doit porter ses valeurs et porter sa mission de marque, j'ai envie de dire, même au-delà de sa sphère purement professionnelle. Donc voilà, nous on pense vraiment et de plus en plus que le collaborateur, ça a été un temps un peu le grand oublié, où les marques bossaient sur un purpose, sur une mission et avaient tendance à complètement zapper la partie interne, mobilisation en interne. Et on pense néanmoins et pourtant que c'est un élément indispensable de la mise en œuvre de la mission de la marque et que ça passe vraiment déjà par le collaborateur. Voilà qui amène à la question. Donc, on vous propose de commencer à répondre à cette question tous ensemble et après, on ira en sous-groupe. C'est ça, Maïla? Donc, la question, c'est comment faire en sorte que les collaborateurs se sentent parfaitement investis et motivés par la mission de marque? Donc, je tente de la mettre dans le chat. Après, moi, je peux me lancer si vous voulez sur la question. C'est vrai que déjà, il faut que la mission, elle soit connue. Voilà. C'est pas vrai dans des groupes de grande taille, par exemple. Donc, il y a un vrai travail. Déjà, si on remonte d'un cran, il y a déjà de construire la mission. Est-ce qu'elle vient du top management ou est-ce qu'elle est co-construite avec l'ensemble des collaborateurs? Donc, la définition de la mission, la communication, la connaissance de la mission. Après, le fait que la contribution à la réalisation de cette mission, elle soit mise dans les objectifs individuels des collaborateurs, qu'elle se vive au quotidien, qu'elle soit traduite par des comportements et du coup de l'évaluation dessus. Enfin, oui, il y a beaucoup de choses. Oui. Oui, je pense que l'esprit de collaboration est primordial. Tu as tout à fait raison, Katie, dans la mesure où on ne peut pas imposer une mission en mode top-down. Enfin, voilà, donc, il faut engager très vite les parties prenantes internes. On parlera de l'externe dans un instant, mais il faut engager très vite les collaborateurs qui se sentent à la fois effectivement contributifs de cette mission et qui sentent bien, qui comprennent bien en quoi cette mission va impacter leur travail. Parce que c'est aussi, en fait, la mission de l'entreprise devient un levier de motivation très important pour les collaborateurs. Il y a un point que je n'ai pas dit qui me paraît essentiel, c'est aussi que les valeurs liées à cette mission correspondent aux valeurs individuelles des salariés. Ouais. Ouais. Et que ça rentre du coup même dans le choix de rejoindre ou pas telle société. Ce qu'on voit énormément chez les millennials, qui deviennent de plus en plus exigeants sur
sur les valeurs et la mission de l'entreprise qui rejoignent. Les millennials, mais pas que. Parce qu'après, quand on pense à certaines entreprises, de grandes entreprises de mission de service public, c'est naturellement les personnes qui s'engagent sur ce type de société ont des valeurs liées au bien commun qui sont déjà préexistantes en fait. Ouais. De toute manière, que ce soit avec le collaborateur ou avec le consommateur, si, tout doit reposer sur la sincérité et l'authenticité de ceux qui lancent ces démarches-là. Donc, si tu n'es pas authentique, sincère et que tu n'as pas une vraie volonté d'engager tes collaborateurs ou d'être dans des engagements vertueux par rapport à tes clients, bah forcément, tu vas être dans le bullshit et tu prends le risque de te faire démasquer. Donc, c'est ça que ça pose comme contrainte au départ. C'est l'authenticité, la sincérité. Donc, il vaut mieux être moins en surpromesse, mais l'honnêteté paye, moi, je pense. Donc, mieux vaut être honnête que parfait, quoi. Absolument. Ouais, ça c'est clair. Lina, tu voulais… Oui, juste pour to add on top. Donc, Xavier aussi, Xavier a dit que la chose qui compte, c'est l'intention des entreprises. Donc, on peut dire beaucoup de choses, mais en fait, s'il y a une bonne intention, les gens, les collaborateurs peuvent comprendre et puis il y avait un peu… la réaction des gens peuvent être un peu différentes. Donc, il y a une petite gap du temps quand tu peux fake it till you make it, en fait. Donc, il y a le trust credit, le crédit de trust. Et en fait, je crois que peut-être les corporations ou les entreprises, les boîtes qui pensent de développer leur responsabilité sociale, ils peuvent essayer cette technique-là, cette stratégie-là, d'avoir cette mission, cette vision, cette intention, et en fait, essayer de faire ça. Ouais, c'était un… Merci. Merci. Après, c'est vrai que ce qui est important, si je peux rajouter juste un point, c'est que les collaborateurs comprennent bien finalement l'impact que eux-mêmes peuvent avoir au quotidien. En fait, c'est ça qui est important, je pense, pour se sentir vraiment impliqué et éviter le purpose washing, y compris en interne. Si eux-mêmes, ils n'ont pas conscience de l'impact qu'ils peuvent avoir et de leur propre contribution personnelle finalement à cet impact d'entreprise. Et ça peut passer justement par les marques, hein, parce qu'entre l'entreprise et les collaborateurs, il y a les marques, et les marques commerciales peuvent tout à fait aussi contribuer à alimenter cette raison d'être et avoir le sentiment, donner le sentiment concrètement justement de participer à la raison d'être de l'entreprise. Mais ce point d'impact, il est vraiment important en effet pour chacun des collaborateurs. Et dans mon groupe, avec Sophia, on a parlé d'un point qui me paraît très juste également, c'est que la crise dans laquelle on est, la crise Covid dans laquelle on est, fait qu'on a beaucoup de gens qui se sentent en situation de précarisation de leur emploi, enfin qui risquent de perdre leur emploi ou qui ont du mal à en trouver. Et du coup, malheureusement, j'ai envie de dire, cette crise, en tout cas pour une certaine partie des salariés, elle peut au contraire enlever ce besoin de s'identifier et d'être porté par le sens et la raison d'être de l'entreprise, dans le sens où tu es déjà très content d'avoir un CDI et d'avoir un salaire et que c'est comme si tu descendais d'un cran sur la pyramide et que ton premier besoin, c'est déjà de trouver un job. Et tu n'es du coup plus en position de revendiquer ou d'être mobilisé par une raison d'être. Et du coup, tu cherches un sens ailleurs, quoi. Tu le déplaces quoi, sur un autre… Ouais. Surtout qu'on on parle beaucoup des millennials et des jeunes générations comme étant les plus porteuses de sens et de transformation dans le sens. Or, aujourd'hui, avec la crise du Covid, c'est la première génération qui est touchée par cette précarisation de l'emploi, même quand ils ont des méga diplômes en école de commerce, etc., ils se retrouvent avec des périodes d'essai sans fin, une véritable angoisse. Et ils n'arrivent pas à trouver des stages, des alternances. Donc,
effectivement, cette génération sur laquelle on portait énormément d'effets leviers sur le sens, elle est en train de se faire laminé, hein, pardon de le dire comme ça, mais par cette crise sanitaire et ça pose beaucoup de questions sur la suite et sur l'intégration de cette notion dans les politiques de marque employeur et dans le développement de la communication corporate et de la stratégie marketing. Oui, Sophia. Ouais. Merci Sophia. C'est vrai que par rapport à la question des jeunes, là, je ferai un pont avec ce qui avait été dit la semaine dernière sur... je pense qu'une marque, pour créer de l'engagement, doit vraiment travailler avec l'ici et maintenant aussi. C'est-à-dire que c'est beau d'avoir des intentions sur le futur, le monde d'après, le monde de demain, etc. Mais on parlait de preuves, on parlait d'évidence, on parlait d'action. Et beaucoup, en fait, font plus la différence en traitant des sujets d'ici et maintenant, même des petits sujets, peut-être pas des sujets qui sont... mais par exemple, au lieu de parler de valeurs ou de politique RSE, etc., simplement de dire, bah, nous, on maintient les salaires, on ne fait pas appel au chômage partiel. Voyez, donc ça, c'est des mesures que je trouve qui sont vachement fortes, qui sont de l'ordre de l'ici et maintenant et qui ne sont pas forcément pleines voilà, genre de purpose et des choses comme ça. Et voilà, l'ici et maintenant, ce que disait Olivier Lajoux, c'est quand même crucial pour jouer sur l'engagement. Et pour rebondir sur ça, il y a aussi un autre point. On a parlé de co-construire, de communiquer et de contribuer, de mettre dans les objectifs individuels, certes, mais je trouve que d'abord, l'entreprise doit être exemplaire dans ce qu'elle fait. Et ça correspond un peu à ce qu'on disait tout à l'heure dans notre groupe, à savoir qu'on peut afficher des valeurs partout. On peut décider de donner un jour de salaire des salariés pour aller ramasser des poubelles, enfin voilà, ou voilà. Mais si à l'intérieur de l'entreprise, les modes de travail, les relations entre les gens ne sont pas dans l'idée du développement durable, là aussi, pour moi, il y a encore quelque chose à faire évoluer. Or, c'est très fréquent. En tout cas, je l'ai vécu récemment. Ouais. Bon, Sylvie et Céline, on n'est pas hyper optimistes sur la marque. Mais si, il y a du boulot pour Sylvie et Céline. Il y a du boulot. Non, c'est très riche, très, très intéressant d'avoir ces retours. Et non, au contraire, c'est justement, ça montre qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est très important de voir cet écart, en effet, entre le vécu interne et ce qui est affiché à l'extérieur. Ouais, tout à fait. Et justement, Sylvie, on peut peut-être enchaîner avec la suite et comment collaborer en interne. Très bien, très belle transition. Donc, on va aborder notre troisième thème qui est effectivement... alors, j'entends plein d'échos. Oui, on va remuter voilà. On va remuter tout le monde. C'est bon, là? On peut y aller? Ouais, et tu remets ton micro, Sylvie. Tu actives ton micro, ouais. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Ouais, c'est bon. Parfait. Voilà. Donc, effectivement, on a un petit peu touché de doigt cette troisième thématique qui est que de nos jours, et pour tout ce qu'on s'est dit avant, il y a une porosité croissante entre la marque commerciale, hein, on partait de là au départ, la marque employeur, la marque corporate. Enfin, la marque, elle s'exprime à plusieurs niveaux et elle est multifacette. Donc, du coup, les dirigeants des entreprises, ils doivent aussi changer de logiciel et ils doivent considérer la marque dans son écosystème élargi. C'est quoi l'écosystème élargi de la marque? C'est les clients, ok, les collaborateurs, on en a parlé, mais aussi les distributeurs. En fait, c'est rare que l'entreprise soit en contact direct avec son client final. Il peut y avoir un distributeur entre les deux. Les actionnaires, les fournisseurs et l'ensemble des parties prenantes. Donc, la marque, elle se trouve à l'intérieur d'un maillage qui devient de plus en plus complexe avec des parties prenantes évidemment en interne, les collaborateurs, et en externe, dont fait partie le consommateur ou le client final, mais pas que. Et donc, doit aligner tout ça pour qu'elle ait un sens cohérent et un impact dans la société. Donc, ce nouveau paradigme, à la fois de cette porosité entre la marque employeur, la marque commerciale, la marque corporate et cet écosystème de la marque élargie, fait qu'on ne peut pas faire l'impasse de remettre en question la culture et les process d'entreprise. En particulier, le marketing,
il n'est plus le dépositaire exclusif de la marque. Pour tout ce qu'on s'est dit, ce n'est pas que lui qui gère la marque. Donc, il ne peut plus fonctionner en silo. Donc, mais typiquement, le marketing, il fait son truc autour du… voilà. Il doit, au contraire, jouer le rôle de moteur et d'alignement avec les différentes fonctions de l'organisation pour justement faire justice à ce nouveau paradigme et à ce côté multifacette de la marque, qui est aussi une marque employeur et une marque corporate. Il s'agit donc d'insuffler, évidemment, on en a parlé un petit peu avant, une culture de collaboration et d'empathie en interne comme en externe, de façon avec toutes les parties prenantes et en étant effectivement plus en mode collaboratif et co-construction. En tout cas, désiloter et s'assurer que le marketing n'est plus le seul dépositaire de la marque paraît absolument indispensable pour arriver à engager. Ce qui amène à la troisième question. Voilà, justement, ce qu'on vous propose, c'est de dialoguer autour de ces silos, justement, et comment collaborer en interne. Donc, c'est par rapport à votre vécu, à votre expérience, comment casser les silos en interne et faire en sorte que la marque ne soit plus la chasse gardée du marketing. Super, à tout de suite. À tout. Mais est-ce que l'engagement, il se fait par la marque ou par la culture de l'entreprise? Mais non, c'est un très bon point, Marie-Lame. En fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a plusieurs scénarios. Il y a quand même beaucoup de scénarios où la marque corporate et la marque commerciale est la même. Tu prends SNCF, tu prends Michelin, Yves Rocher. Bon, il y a quand même beaucoup de marques où l'entreprise est la marque, ou même Danone, c'est la même chose. Auquel cas, in fine, cette question-là, au contraire, on est vraiment dans un écosystème complet, marque corporate, marque employeur, marque commerciale, partie prenante interne, externe, etc. Donc, c'est un scénario qui est finalement assez fréquent et où la question, du coup, ne se pose pas vraiment parce que les deux niveaux sont les mêmes. Là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est si tu prends des groupes comme P&G, Unilever et beaucoup d'autres, qui ont une trentaine de marques ou même une vingtaine seulement, c'est déjà beaucoup. Là, d'un point de vue organisationnel en interne, c'est encore plus complexe parce que tu as la mission corporate. Si tu vas chez Procter, si tu vas chez Unilever, c'est sans doute que tu es animé. Enfin, il y a quelque chose qui se passe au niveau corporate qui est très clair, d'ailleurs, pour ces deux sociétés-là. Et en même temps, il faut faire vivre la marque, qui elle-même doit contribuer, doit avoir une utilité sociale. Sinon, à quoi elle sert? Et là, je trouve l'enjeu en termes d'organisation interne encore plus complexe. Est-ce que ce n'est pas plus une question pour rebondir sur ça, parce que c'est exactement le sujet, moi je me disais, mais pourquoi on parle du purpose au niveau de la marque? Il vaudrait mieux peut-être, on ne peut pas faire que toutes les marques aient un purpose. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'entreprise qui a le purpose? Mais alors, pour rejoindre ton point, Sylvie, je me disais, peut-être que le purpose, il est au travers de l'expérience client pour la marque. C'est promettre une expérience client comme ci, comme ça pour la marque A, pour la marque B un peu différente, etc. C'est plus le côté interaction avec le client que la mission sociétale, on va sauver le monde. Mais après, ça c'est une vraie question qui nous est posée aussi. Voilà, bon. Mais la question du purpose en tant que telle, c'est-à-dire la dimension sociétale, elle n'est pas réservée à l'entreprise. Elle peut aussi s'actualiser au niveau de la marque commerciale. Et ça, nous, on le vit quotidiennement, Sylvie, sur les marques qu'on accompagne, qui de plus en plus, et là, ça va vraiment dépendre de la cible à laquelle elle s'adresse, de sa catégorie, de là où elle part, de qui elle est. Mais il y a beaucoup de marques, et j'ai envie de dire, a priori, si ce n'est toutes les marques qui ont le droit, la capacité à aussi se doter d'une mission sociétale qui ne va pas être la même, qui va venir nourrir la mission de l'entreprise, mais en tous les cas dépasser le strict niveau de la catégorie et du rôle de la marque au niveau du produit lui-même et de la catégorie à laquelle elle appartient. Et nous, on est en train de le vivre en ce moment avec Sylvie sur une marque d'alcool, sur une marque de végétal, de conserve, etc. Et c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est en cela que il y a l'engagement de l'entreprise d'un côté,
sa raison d'être, mais il y a aussi l'engagement de la marque. Qui nourrit l'engagement de l'entreprise. Qui tout ça nourrit l'engagement de l'entreprise, absolument. Ouais. Et justement, c'est pour nous un vrai levier, c'est-à-dire à partir du moment où les collaborateurs ont compris aussi l'impact social de la marque sur laquelle ils travaillent au quotidien. Et ça, je peux vous dire que quand on le révèle, il se passe quelque chose, quoi. Il y a un vrai insight là, c'est-à-dire que vraiment, le collaborateur comprend qu'au-delà de son impact au niveau de la catégorie, dans le supermarché ou dans n'importe quel autre réseau de distribution de sa marque, il a aussi un impact sociétal. C'est un vrai engagement, c'est un vrai levier d'engagement. C'est pour ça que pour nous, la marque, je le disais en intro, c'est un vrai point de jonction entre l'entreprise et la société. D'accord. Ok, dans ce sens, je comprends mieux que, en fait, l'engagement de la marque, il se décline en X engagements des marques qui seront chacun complémentaires. En résumé, c'est ça. Complètement. L'engagement d'entreprise, c'est pas un secret, Pernod Ricard, c'est la convivialité. Et bien maintenant, au niveau de chacune des marques, comment on va contribuer en fonction de la cible et de la culture à laquelle qu'on va nourrir, la cible à laquelle on s'adresse, on va aussi avoir pour cette cible un vrai engagement sociétal. D'accord. Comment on va toucher notre consommateur également en tant que citoyen ou qui veut faire société, qui a des, etc. quoi. Voilà. Déjà, je vous propose de les applaudir, de les remercier. Merci, bravo, parce que c'est vraiment un exercice qui était super intéressant d'amener de la réflexion autour des marques sans que ce soit une réflexion d'expert. Donc ça, je trouve ça vraiment, c'est pas facile à faire comme exercice. Donc bravo d'avoir fait ça et de nous avoir permis de réfléchir à notre niveau sur cette question-là. Merci à toutes. Merci. Et puis, j'allais dire bon retour, Paulina, à Hong Kong.